Désormais, le port de Thomasin pourra accueillir 2000 navires par an. Les travaux d'extension ont duré 5 ans et coûté 37 milliards de dollars sur fonds propres de la SPAT, Société portuaire à gestion autonome de Thomasin. Football, la lutte contre la corruption est l'un des objectifs du président de la République, mais l'État malgache se tait sur le sujet. Les pressions insidieuses de la communauté internationale montent sur l'affaire de corruption impliquant le ministre de la Pêche, Ahmad. 1 300 000 Mauritaniens ont commencé à voter. Le chef de l'État sortant, Mohamed Abdel, brigue un deuxième mandat. Avec Philips, entrez dans un monde de rire, de frissons, d'émotions, de sensations. Vivez le grand spectacle de la Coupe du Monde avec la série 9000 de Philips, la Smart TV à écran 65 pouces Smart, LED Ultra HD. CIDEF, une garantie de qualité. Bonsoir à tous, bienvenue et merci de nous rejoindre sur Cool TV dans cette journal en version en française. Désormais, le port de Thomasin pourra accueillir 2000 navires par an. Les travaux d'extension ont duré 5 ans et coûté 37 milliards de dollars sur fonds propres de la Société portuaire à gestion autonome de Thomasin. Le président Eraton Armapian et quelques membres du gouvernement ont inauguré ces réalisations hier. Une extension pour que le port de Thomasin ne doit pas en marge de la compétitivité dans le secteur maritime. Reportage. Il y a 5 ans, l'économie du continent asiatique, surtout celle de la Chine, a connu un essor remarquable, entraînant la recrudescence de la piraterie dans le golfe d'Aden. Ces nouvelles donnes ont largement contribué à transformer l'océan Indien en une véritable autoroute maritime. Le port de Thomasin n'a pas tardé à suivre le mouvement et à rénover ses infrastructures. Si auparavant, sa capacité d'accueil est estimée autour de 1200 navires par an, elle connaîtra une hausse de 50%. Le DG de la SPAT, Avélien Christian Eddy, explique que le portail d'entrée a dû être élargi pour permettre le passage simultané de 3 camions. L'espace réservé aux scanines et au terminal conteneur a été porté de 9 à 15 hectares. L'ouverture de l'autoroute maritime à l'océan Indien ouvre de nouveaux horizons pour l'économie malgache. Répondre aux exigences des nouveaux marchés, tel est l'objectif principal de la réhabilitation des ports de Madagascar. Le ministre du Transport, Andjiati Nachaka Ulrich, précise que l'amélioration des infrastructures maritimes, aériennes, bref de transport, est effectuée pour le service de la population malgache. Chaque année, environ 132 000 conteneurs sont débarqués et embarqués au niveau du port de Thomasin. Le parc d'accueil a été étendu à 13 hectares. Actuellement, Thomasin est le plus grand port de Madagascar avec une superficie de 60 hectares. Il faudrait poursuivre les travaux pour voir encore plus loin, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 25 ans. Et je sais que le port de Tamatave a déjà cette vision à très long terme. Donc, je leur en remercie. Nous aspirons tous à redresser notre économie, à développer Madagascar. Ces réalisations inaugurées ne sont qu'une première étape dans l'extension et la réhabilitation du port. Les quais feront l'objet de nouveaux travaux pour permettre d'accueillir des navires de plus de 60 000 tonnes. Le Conseil des ministres prévoit 10 000 postes budgétaires pour le ministère de l'Éducation nationale. Ces nouveaux fonctionnaires renforceront l'équipe des écoles avant la fin de l'année. Comment ces postes seront-ils partagés? Le ministre de l'Enseignement national affirme qu'il y aura des sélections. Les détails. Ce ne sont pas tous les membres du FRAM qui seront admis comme fonctionnaires. Les enseignants FRAM ayant eu des formations seront priorisés. 3 000 sur 10 000 leur sont réservés.
Ils remplaceront les retraités. Le reste passera par des sessions de formation avant d'être recrutés, confirme Paul Rabar, ministre de l'Éducation nationale. La corruption a toujours été la plaie des recrutements de fonctionnaires. Le Bionco priorise le ministère de Paul Rabar. Les rumeurs courent que 4 millions de francs permettent de devenir un fonctionnaire. Les responsables sont les plus dénoncés, car ils sont en bonne place à tous les niveaux de la longue chaîne de procédures compliquées, explique le ministre. Le corps du ministère de l'Éducation nationale comporte une vraie armée des fonctionnaires fantômes. Il coûte près de 3,6 milliards d'ariars par an au budget de l'État. La communauté des bailleurs de fonds se précipite actuellement pour proposer leur coopération avec Madagascar. Durant les 5 années de la transition, ils ont suspendu leur financement pour ne pas aider un présumé changement non démocratique de régime. Quel changement attendre de la reprise des coopérations ? Reportage. Le ministre du Commerce international du Canada, Edward Fast, est actuellement de passage au pays. Il a signé une déclaration d'entente avec le gouvernement malgache. Le Canada s'intéresse surtout à l'exploitation minière et le ministre n'a pas hésité de mettre en avant l'expérience de son pays dans ce secteur. Le ministre du Commerce international du Canada déclare que jusqu'à présent, les opérateurs canadiens utilisent 8 à 9 milliards de dollars à Madagascar, mais nous espérons que les investissements vont augmenter car d'autres compagnies et opérateurs canadiens sont prêts à renforcer leur présence et leurs activités à Madagascar. Le ministre Edward Fast n'a pas omis de souligner que 50% des exploitations minières dans le monde sont gérées par les Canadiens. 70 des demandes d'investissement dans le secteur sont répertoriées au niveau du marché financier de Toronto, au Canada. Par ailleurs, Eric Wong, chargé d'affaires des États-Unis, annonce à Tannarin la levée des sanctions américaines contre Madagascar et reconnaît que la Grande Île franchi une étape non négligeable avec la tenue d'élections pour le retour à l'ordre constitutionnel. Il a présidé ce matin à la cérémonie d'octroi de bourse à 64 élèves du secondaire et de remise de diplôme aux 53 étudiants du projet English Access Microscholarship. Le chargé d'affaires de l'ambassade américaine a reconnu que plusieurs changements ont été notés au cours de cette année. Selon Eric Wong, des élections démocratiques ont permis la formation d'un nouveau gouvernement reconnu par tous. Ces élections ont mis fin à 5 années d'indécision tout en ouvrant de nouveaux horizons pour le retour de la coopération internationale. Cette coopération travaille de concert avec le gouvernement de Madagascar pour le développement socio-économique de la Grande Île et un avenir meilleur pour le peuple malgache. Les financements étrangers se sont toujours déversés à flot sur Madagascar. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Le poids des dettes plombe lourdement le budget du pays et le peuple malgache continue de s'éterniser dans la pauvreté. Des élections prouvent une avancée dans la voie de la démocratie, mais le plus important reste la bonne gouvernance et la transparence totale dans la gestion des fonds. La fête de la musique, 33e édition, a fait ce jour la place belle aux jeunes artistes et aux musiciens de la rue. La commune urbaine d'Antananarivo et le ministère des Arts et de la Culture ont organisé chacun un événement pour l'occasion. Gaëtan Agislav. La musique du gouvernement a enthousiasmé les spectateurs ce matin au jardin public d'Antananarivo. L'ensemble a interprété les airs des chansons d'antan et d'aujourd'hui. Pour la commune, le départ de la fête a été donné à Ndavamambe pour gagner un ous et Mahamasan pour arriver à Nalakeli. Cette année, les nouveaux artistes ont été mis sous les projecteurs. D'après Raj Nousmonique, responsable de la commune, ils ont essayé d'aider ces nouveaux artistes qui veulent percer dans le monde musical. C'est le but de cet événement. Néanmoins, les artistes confirmés vont venir comme Princio ou Samuel. D'autre part, le ministère des Arts et de la Culture a également honoré cette journée sur les marches du grand escalier menant vers Antananarivo. Les chanteurs ambulants ont été mis en avant pour l'événement. Ils se montrent de plus en plus talentueux et leur rang s'étoffe d'année en année. Des écoles de musique pourraient les aider à percer et faire carrière. D'après le ministre de la Culture, Anjianarsu Vonalarouille,
Les artistes doivent savoir que créer est déjà un art. Il incite vivement les artistes à écrire des chansons qui ne tombent pas dans le vulgaire, puisque chacune des paroles sont retenues et fredonnées par les auditeurs. Les participants de l'événement d'Antananarivo ont été récompensés par des dons divers, couvertures, riz, huile, lampions, bonbons et biscuits. Quant à la commune de Tana, elle a offert un spectacle à l'IFM, Institut français de Madagascar, après une longue promenade musicale entamée depuis le quartier d'Andavamab. 110 pays célèbrent la fête de la musique aujourd'hui. Cela a commencé en 1982 en France. La Coupe du Monde focalise l'attention des amoureux du football, mais la Fédération malgache du football préfère raser les murs. Le ministre de la Pêche Hamad, président inamovible de la Fédération malgache de football, est impliqué dans une grosse affaire de corruption d'1 milliard de francs malgaches, l'équivalent de 100 000 $. Cette histoire date du 1er juin, mais le silence du gouvernement étonne plus d'un, alors que l'information circule sur toutes les ondes et internationales. Regardez. Depuis 10 ans, le football malgache touche le fond. La grande île n'a pas quitté l'arrière-fond du classement international. La FMF n'a jamais été accablée de tous les maux et non sans raison. En plein mondial, voilà que son président, le ministre Hamad, est accusé d'avoir été payé pour voter en faveur du Qatar pour la prochaine Coupe du Monde. Selon le The Sunday Times à Londres, le ministre Hamad a reçu une somme de 100 000 $, l'équivalent d'1 milliard francs, de la part d'un homme d'affaires, Mohamed Bin Hammam de Qatar. Ce dernier a déjà été exclu de la FIFA à cause d'affaires de corruption, mais il a toujours été réintégré par sa puissance financière. Cette histoire a refait surface en 2008 lors de la sélection du pays d'accueil de la Coupe du Monde 2022, étant donné que les présidents de la fédération constituent le corps électoral. Les médias à l'étranger ont révélé en boucle que le ministre Hamad fait partie des présidents de fédération qui ont été soudoyés par l'homme d'affaires qatari pour voter en faveur du Qatar pour la Coupe du Monde 2022. Auparavant, le journal The Sunday Times a déjà reporté que cet opérateur qatari a invité 25 présidents de fédérations de football à Kuala Lumpur. Des invitations aux frais de l'opérateur qatari. Ces dossiers affirment que Hamad faisait partie des invités. Par ailleurs, des dossiers de mails électroniques montrent les conversations entre des présidents de la Fédération du football africain avec le bras droit du Bin Hammam. Des mails dont la plupart remercient cet homme d'affaires après des versements allant de 30 000, 60 000 à 100 000 $ dans leur compte. Interrogé sur le sujet à l'époque, Hamad a déclaré qu'il perçoit l'argent par retrait bancaire ou en se déplaçant à Paris. La lutte anti-corruption est un défi du président Eradunarmapian, une qualité qui le distingue de ses prédécesseurs et la communauté internationale loue sa volonté. L'inertie de l'État malgache sur cette affaire vient-il du Premier ministre Kool Roger, alors que l'affaire implique un membre du gouvernement. Ce dernier, qui est resté silencieux sur l'affaire, on attend toujours des réactions officielles. Et nous allons poursuivre ce journal avec les actualités internationales. 1 300 000 Mauritaniens ont commencé à voter. Le chef de l'État sortant brigue un deuxième mandat. En face, 4 candidats. Les principaux chefs de l'opposition boycottent un scrutin qu'ils suspectent d'être joué d'avance. France 24. Ces affiches, bien visibles, ont envahi Nouakchott. Mohamed Ould Abdelaziz devrait se succéder à lui-même dans ce pays grand par la taille, petit par la population. 3,5 millions d'habitants sur un territoire 1,5 fois plus grand que la France. Les forces de l'ordre ont voté un jour avant les civils afin d'assurer la sécurité du scrutin. L'ancien général, arrivé au pouvoir par un putsch avant de se faire élire une première fois par la voie légale il y a 5 ans, a un boulevard devant lui pour se faire réélire. Ses principaux opposants ont appelé à boycotter le scrutin, dénonçant un pouvoir dictatorial et une mascarade électorale. Malheureusement que l'opposition, ils ont boycotté les élections. Ils ont le droit de faire, mais le plus important chez nous, les citoyens, surtout les citoyens simples comme moi, c'est la paix, la stabilité, et la transparence et la justice. Je préfère le changement. En tant qu'un jeune, je ne vois pas une bonne avenir pour la Mauritanie. 4 opposants ont quand même fait le choix de se porter candidat. Parmi eux, une femme et ce militant réputé de la lutte contre l'esclavage, une pratique officiellement abolie mais qui perdure en Mauritanie.
Pendant la campagne, Mohamed Ould Abdelaziz a bien évidemment vanté son bilan. Lui qui a lutté contre les islamistes armés qui semaient la terreur en Mauritanie avant son arrivée au pouvoir. Et si l'issue du scrutin présidentiel ne fait guère de doute, c'est le taux d'abstention qui permettra de savoir quel est le réel soutien dont bénéficie le chef de l'État au sein de la population. Nouvelle avancée du djihadisme en Irak. Il contrôle désormais un poste frontière avec la Syrie. Les violences poursuivent donc dans les deux pays. À Kirkouk, en Irak par exemple, le combat en fait 17 morts ce samedi. Cette ville pétrolière très disputée est aux mains des forces kurdes. Reportage de France 24. À Kirkouk, quelle que soit la communauté, les demeures des hommes politiques sont sous haute protection. Les Turkmènes ne font pas exception. Dans cette ville, où les attentats font partie de la routine, chaque parti possède sa milice privée. Nous avons rendez-vous avec le chef du Front turkmène irakien, le principal parti politique de cette minorité. Aujourd'hui, face aux chaînes de télévision locales, Arshad Saïli demande à sa communauté de s'armer pour résister aux djihadistes. Il reproche aux Peshmerga kurdes de ne pas avoir partagé avec lui les armes abandonnées par l'armée irakienne. Nous demandons aux forces kurdes de nous aider à créer une force armée turkmène pour protéger les habitants de Kirkouk en collaboration et en coordination avec les Peshmerga. Ils doivent nous soutenir et nous donner des armes. Dans ce quartier kurde, à 2 pas d'un poste de police, on vend des armes dans la rue. Le pillage des arsenaux de l'armée irakienne a fait chuter les prix, malgré la demande qui explose. Il n'y a pas si longtemps, la mitrailleuse coûtait 7 500 $. Aujourd'hui, on peut l'acheter pour 3 000, 4 000 ou 4 500 $ maximum. Tout le monde voit bien que la situation est plutôt mauvaise. S'il se passe quelque chose, les jeunes ne resteront pas les bras croisés. On doit défendre Kirkouk. 11 familles turkmènes, 70 personnes, s'entassent dans cette maison de la banlieue de Kirkouk. Tous ont fui leur village, tombé aux mains des djihadistes en début de semaine. Ils sont entrés dans le village et ils ont commencé à brûler les maisons, à les détruire, à les raser complètement. Certains habitants ont été encerclés, ils sont restés là-bas et on ne sait pas ce qui leur est arrivé. Selon ces déplacés, de nombreux habitants ont été tués dans les combats qui ont précédé la chute du village. La milice locale a tenté de résister, mais malgré le renfort de combattants Peshmerga, tous ont dû battre en retraite. Ce jeune homme a pris part au combat. Nous voudrions que les Peshmerga reprennent le village aux djihadistes, qu'ils restent et même qu'ils l'administrent. Malgré les tensions créées par la prise de Kirkouk par les Peshmerga, la majorité des habitants reconnaît qu'ils sont les seuls capables de stopper l'avancée djihadiste. Et puis restez avec nous tout de suite après ce journal. Suivez le magazine de la rédaction à la ligne avec André Arsan portant sur le thème le recyclage et la Team mondiale 2014. Fin de cette édition, merci de votre attention. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.